rien là. Le tas de sable blanc est même resté là-bas. Le détail là, il y a 37 ans, les bâtiments d'accueil, cafétéria, etc. de l'aéroport n'existaient pas. Oui, je campais à l'emplacement de l'actuel tarmac, qui était encore pas aménagé. Donc à l'époque, il y avait le DC-8 qui se posait chaque jour, remplacé aujourd'hui par un Airbus, et des hélicoptères, et un Dash qui partait un peu plus loin. C'était en partie militaire, et nous n'avions pas le droit de rester plus de 24 heures sur le site. C'est pourquoi nous avions exceptionnellement campé près des pistes, en l'absence de place sur les hélicoptères, et nous partions le lendemain. La première fois que ton grand-père est allé au Groenland, je n'étais pas encore née. C'était en 1980. Ce voyage l'a beaucoup marqué. Il m'en a souvent reparlé. Aujourd'hui, il y revient et nous l'accompagnons, toi et moi. Nous allons suivre les traces de ton grand-père, reprendre son vieil itinéraire, ses anciennes photos et constater comment le pays a évolué 36 ans plus tard. Ce qui a marqué, c'était surtout les transports internes qui étaient assez limités, l'absence de route, donc l'utilisation exclusive des avions et hélicoptères. L'isolement de l'aéroport à l'arrivée. Les doudous. Et dans les villages, la multiplication des séchoirs à poissons, et puis les icebergs, bien entendu. À l'époque, les cartes étaient bilingues. Les noms des villes s'affichaient en danois et en groenlandais. Aujourd'hui, les cartes ne parlent plus de Jakobshavn, de Godhavn ou de Sondre-Stromfjord, mais d'Ilulissat, Kekertak ou Kangerlussuaq. Et Holsteinborg est devenu Sisimiut, notre première étape. J'étais arrivé à Sisimiut début août, donc c'était encore l'été avec les nuits quasiment absentes. À l'époque, j'étais assez intéressé par la botanique, donc j'ai fait pas mal de photos de plantes et puis quelques observations. J'étais arrivé à Sisimiut en hélicoptère depuis Sondre-Stromfjord. L'hélicoptère se posait un peu en dessous, en limite de la ville, entre la ville et ici, lorsqu'on remonte sur ce point-là. Alors on campait près de l'héliport, qui aujourd'hui est disparu puisqu'il a été remplacé par une piste d'aérodrome, les avions ayant remplacé les hélicoptères. À l'époque, c'était essentiellement un port de pêche. Le seul bateau qui fréquentait, en dehors, enfin, à ma connaissance, qui fréquentait le port, c'était l'express côtier qui remontait de Nuuk jusqu'à Sartak. Cette voie-là sur laquelle on est n'était pas goudronnée. En fait, on est sur cette voie-là, avec le virage qui est là.
Donc il reste les garages, les montagnes on les voit bien, la falaise de ce côté, l'église, et donc la maison jaune là-bas qui est restée, et les autres maisons qui sont devenues inexistantes. La maison jaune d'ailleurs qui était bleue avant. Donc voilà, on a retrouvé en fait tout ce secteur-là, et là la rue principale qui monte n'était pas encore goudronnée, c'était un petit chemin, une piste. Je crois que ton grand-père a été surpris de voir à quel point Sissimut s'est étendu. En 1980, il n'y avait qu'une seule voiture ici, celle de la police. Aujourd'hui, il y en a partout, même si aucune route ne permet de sortir de la ville. Nous rejoignons Ilulissat, la capitale des icebergs. D'ailleurs, en groenlandais, Ilulissat signifie iceberg. Ici se trouve le plus grand fjord glacé du Groenland, déversant 20 milliards de tonnes d'icebergs par an, soit plus de 50 millions par jour. C'est froid. Je campais proche de la berge, pas trop près sur les conseils des Groenlandais pour ne pas subir les vagues qui pouvaient être provoquées par le retournement des icebergs. Pour installer sa tente, ton grand-père avait besoin de réunir 3 critères. Il lui fallait un petit peu de terre pour planter les sardines, et il fallait aussi s'installer à l'écart des maisons, et surtout loin des chiens. Face à l'Icefjord, c'était le seul endroit où ton grand-père avait pu faire du camping. Et aujourd'hui, c'est un site UNESCO. La ville d'Ilulissat, c'était un gros village. Il y avait déjà un restaurant. Mais elle ressemblait surtout à un gros village avec quelques maisons et surtout des séchoirs à poissons. Et beaucoup de chiens. Les chiens étaient à ce moment-là dispersés dans la ville puisque chaque propriétaire, chaque famille avait sa propre meute à côté de sa maison. J'étais remonté d'Ilulissat à Sarkak sur un petit bateau de pêche. Nous prendrons le ferry. Il n'y a qu'un bateau par semaine pour rejoindre Sakak. Il dessert tous les villages du trajet et dépose le courrier en même temps. Tu es fasciné par ces icebergs au milieu desquels nous naviguons.
Sarcaq était un petit village avec quelques maisons vouées à la pêche et avec de nombreux séchoirs à poissons. Aujourd'hui, Sarcaq est toujours un petit village de pêcheurs. Dans la baie, à côté du port, nous rencontrons Lars Peter. Lars nous parle du Sarcaq des années 80 et de la conserverie qui a changé la vie du village. C'est de photos prises en 1980. Yeah, and that time 1980. Yeah. And did you see it change? Yes, the town is bigger than on that time. It's easier to be fisherman here because maybe 15 years ago they started a new fishery outside the town here. And before that there was not a fishery here outside the town. It was in the ice shore in Tortuguete they fish before. Nous avons loué une maison pour la semaine avec vue sur les icebergs. Une maison en bois typiquement groenlandaise. Une de celles livrées en kit depuis le Danemark, à monter soi-même. Ici, tout est sur pilotis. Impossible de construire une maison à même le pergélisol ou sur les rochers. Impossible également de creuser pour installer des canalisations ou un tout à l'égout. Alors c'est toilettes sèches, vaisselle à l'eau froide, douche dans le bâtiment communal. Tu as tout de suite pris tes marques à Sarcaq. Nous allons au supermarché tous les jours, comme la plupart des habitants. Peu de fruits et légumes, rien ne pousse ici. Mais l'embarras du choix en gâteaux et bonbons. Le gâteau couleur. Et comme les habitants de Sarcaq, nous avons des bidons à remplir à la pompe. L'eau provient d'un lac situé au-dessus du village et est distribuée grâce à plusieurs fontaines réparties dans le village. Petit mauvais. Je suis arrivé à Sarcaq en bateau. Tiens. Tu veux voir, Rose? Rose, regarde. Regarde. Sarcaq, il y a quelques 40 ans. Yves Dupont qui secouait les Lussat à l'époque. Il y a de l'eau sur les photos, Rose? Tu me montres la photo, Rose? Il est la photo. Le bateau. Le bateau. Oui, quand on voit la photo, on voit moins d'iceberg par exemple ici, mais beaucoup plus de glace qui recouvre la mer. L'activité de pêche apparaissait assez réduite. Aujourd'hui, elles sont relativement actives à voir l'activité des pêcheurs dans la baie. À Sarcaq, quand j'étais passé, il y avait de nombreux séchoirs à poissons qui aujourd'hui ont disparu, puisque je crois comprendre que le poisson est aujourd'hui transféré directement dans les usines de transformation, les conserveries. Ben, ça, beaucoup de maisons ont été construites, c'était un petit village qui s'était rassemblé autour du port et de l'église, et qui aujourd'hui s'est bien étendu.
Il est bon ton gâteau rose? Donc on va aller plus voir. Il y avait quelques maisons autour de l'église et quelques séchoirs à poissons. Et là, il en tout, reste rien. tout a disparu et on a complètement reconstruit derrière. Avec les jeux, l'école, etc. Nous sommes invités chez Martha, Eleonora, Oui. Micah. Martha garde ses petits-enfants en compagnie de sa sœur. La maison était déjà là en 1980, mais elle a été refaite depuis. Elle est moderne, avec l'eau courante, l'eau chaude, le chauffage. C'est l'opposé de la nôtre. L'échange est un petit peu compliqué, dans un mélange entre anglais, danois et groenlandais, à grand renfort de dictionnaires et autres lexiques en ligne. Martha était étudiante en 1980. Elle est revenue à Sakak à la fin de ses études. À l'exception de sa troisième sœur qui vit à Ilulissat, toute la famille est restée au village. Nous parlons de Sakak, de comment a changé la ville. Elle m'explique qu'il y a aujourd'hui 3 fois plus de maisons qu'en 1980, mais que Sakak reste un petit village où tout repose sur la pêche. Pour 160 habitants, il y a plus de 100 pêcheurs. L'arrivée de la conserverie a véritablement changé la vie du village. 80% du Groenland est couvert par une gigantesque calotte glaciaire, l'Inland 6. À côté de Sakak, le glacier se jette dans la mer, délivrant des milliers de mètres cubes d'iceberg. Martha et sa sœur sont surprises par les photos de ce glacier. Le côtoyant tous les jours, elles ne l'ont pas vu reculer. Il n'y a plus rien qui existe même. C'est complètement... My name is Knud Jensen. I have been teacher 13 years old. And after that, I moved to Asia. I was born here in 1977. So you choose to come back in Sakak to Yes, be with sir. your family. Yes, because I was growing up with my grandmother and grandfather. And now she is old, have need help to different stuff, washing and go get water and go get. So you're helping. Yes, yeah. Now I'm fishing. I was just starting right now, so they teach me right now to fishing. How should I do? So it's a physical hard. When I was a teacher, I doing just read and do ready to teach them. It's a big changing with the life, but I like it because there's more freedom when I'm fishing, so we can decide how we can live. We have a fun when we're sailing. How many are you on the boat? Well, highest we are 4. Sometimes we are only 3.
Yes, we have to be careful. But I don't afraid because they my fishing. They have many experience, so they know how they do the best. Before we have to sailing long distance to get the fishing. Right now we don't have to sailing long distance. It's just They're coming closer. yes, they're coming closer. There are many fish, a lot of fish. And do you know why? I don't know why. Maybe climate changing. I don't know why. When I was child, there was on winter time there was ice on the sea. Right now there are no ice on winter time. So when I was little child, there was not exist a fishing factory here. So when I came back, it's a bigger one fishing. It's a good industry for fishing in this village. Pêche, ça représente quoi en quantité de poissons? For one day, if we are lucky, so 2,000 kilograms can be. Knud est heureux de sa nouvelle vie de pêcheur. Le flétan se vend cher et permet à de nombreuses familles de bien vivre ici. Il passera la soirée à préparer son matériel. Il pêche à la palangre, une longue corde à laquelle sont attachées des centaines de petites lignes. C'est un travail fastidieux. Yes, I should finish them before we take away. We take away tomorrow morning. My name is John Jensen. John est chasseur-pêcheur. Il était ici en 1980, à l'école. Il n'a jamais envisagé de quitter Sakak. Il nous explique le statut de pêcheur-chasseur au Groenland et la réalité de son métier. Dans le Groenland arctique, impossible de cultiver des légumes ou d'élever des animaux. La chasse et la pêche ont toujours été essentielles à la survie. Tout est codifié, l'animal est remercié, presque vénéré. Tout ce qui est comestible sera mangé, et sa fourrure permettra de fabriquer des vêtements chauds. Au-delà des petites communautés, la chasse est aussi un aspect important de l'identité inuite. L'hiver, c'est en traîneau que John parcourt les montagnes pour chasser les caribous. Il en tue peu, juste ce qu'il lui faut pour vivre. L'été, il se concentre surtout sur la pêche, chassant un petit peu le phoque pour ses chiens. Car tous les chasseurs ont une meute de chiens. Le traîneau reste le moyen le plus simple pour parcourir de grandes distances dans la neige. Alors forcément, à Sakak, comme un peu partout au Groenland, les chiens sont omniprésents. En 1980, les chiens étaient répartis auprès de chaque maison, chaque propriétaire ayant sa meute. J'avais l'impression qu'il y avait des chiens partout. Les petits chiens, oh, ils étaient mignons. Ils étaient nourris de poissons et de déchets de la pêche qui étaient abandonnés sur le site. La vie du village est organisée autour des cafés miques, ces petits événements où on célèbre les anniversaires, les baptêmes ou tout ce qui mérite une fête. Nous avons assisté à l'anniversaire d'un jeune pêcheur, Marcus. Toute la journée, tout le village a défilé chez lui. Il y avait du café, beaucoup, comme toujours chez les Groenlandais. Les gens entraient, le félicitaient, mangeaient un morceau, discutaient un peu, puis repartaient. C'est là que nous avons rencontré la nouvelle professeure de mathématiques et d'anglais qui arrive du Lulisat. Et nous sommes retournés la voir à l'école peu après. My name is Ivedu, and I'm 32 years old. After I became a teacher, I always wanted to try to live in a small village. How do you say it? Why? Because I'm a person who always wants to try something new. I chose Sakak because I knew Sakak has the best nature. Everything is so beautiful here in Sakak. I think that children here are more outside and playing instead of play games, like game videos or PlayStation or
technology, they use it less here. I have 6 kids, students in my class from 1st grade to 8th grade. That's from 6 years old to 13, 12, yeah. After 8th grade, they usually move to cities, and the system we have here, kids from Sakak, they will move to Asiad when they're turning 9th grade. They will take 9th grade and 10th grade in Asiad, and after that they will choose where or how they want to study. I usually say that I'm one of the lucky ones because I have had all the options. For example, I was an exchange student in California, and my sister was an exchange student in Africa, but most young people from Greenland, they just usually go to Denmark to learn Danish because our second language is Danish. We have to learn it if we want to educate. For example, me, I grew up in a city. We know it's important to educate, especially nowadays. So it's better to educate than being a fisher. That's what I think. It's a sure future to be educated. Yeah. À force d'aller au jeu, tu t'es fait une copine. Marie. Merci beaucoup. La moitié de ces enfants reviendront à Sakak après leurs études pour devenir pêcheurs, travailler à la conserverie, dans l'administration ou dans une des boutiques. L'autre moitié partira dans une ville plus grande. Coucou mamie. Mamie bien voilante. Regardez, je suis très jolie. Plein de chiens, c'est très mignon. Le crocodile. Ces petites abeilles, papa et maman sont beaucoup moches. Bisous mamie, à bientôt. Kabuta mamie, kabuta mamie, kabuta. Allez, tu poses la carte postale avant qu'on la vie. Il est là mamie, il est là. Voilà, ça y est. Ta carte postale partira par le ferry hebdomadaire, comme nous. La vie,
Petit navire, petit navire, dans la baleine. Je me souviens de la brume. À l'époque déjà il faisait pas beau? C'était le temps d'aujourd'hui, à part quelques jours de soleil. J'allais dans l'île de Disco, c'est que l'île de Disco avait une grande richesse sur le plan floristique notamment, sur le plan paysager, et que c'était un paysage qui était quelque peu différent de ce qu'on pouvait retrouver de l'autre côté. Là, j'étais arrivé par le port, en bas, là où il y a le bassin de baleine, puisque les bateaux d'un certain gabarit n'approchaient pas. Donc il fallait être transféré par une embarcation plus petite qui abordait à ce point-là. Kékertarsuaq était un petit village avec quelques maisons autour de l'église. Sur Kékertarsuaq, il restait encore des maisons construites en tourbe. Aujourd'hui, il en reste deux. L'une est en ruine et l'autre est au musée. Donc j'avais fait une randonnée de plusieurs jours qui avait permis de traverser une immense tourbière. En fait, de relier deux points différents de la côte. Oui, tu t'éloignes pas. À ce moment du voyage, il va se passer une chose assez extraordinaire. Depuis le début, je les attends et tu les appelles. Je sais qu'elles sont là, quelque part, mais jamais je n'aurais pu imaginer les voir ainsi, dans de telles conditions.
Pendant 4 jours, ce sera un véritable ballet juste devant nous. Tout un groupe de baleines à bosse, visible depuis la plage. Et puis elles sont reparties, et la fin du voyage a approché pour nous. Je retiens beaucoup de changements. L'évolution pour l'instant, elle a été, moi je dirais qu'elle a été positive. Donc le village de Sarcach aujourd'hui et ses propres installations de stockage, congélation, renvoyé en conserverie, facilitant le travail des pêcheurs et de la pêche, c'est quand même positif par rapport à ces choix. Entre le moment où je l'avais vu et aujourd'hui, il y a quand même eu un progrès qui permet aux gens de vivre mieux, avec de l'eau potable, avec des installations sanitaires, des douches, ce qu'ils n'avaient pas à l'époque, et puis d'avoir une certaine qualité de vie, un confort, et puis dans la vente du poisson, d'avoir les infrastructures qui leur permettent de vendre leur poisson. Et ça, moi je trouve pour Sarcach, c'est un village, je trouve, qui a évolué, qui permet aux gens de se maintenir. Ce voyage s'achève avec beaucoup de questions. À quoi ressemblera le Groenland si tu y reviens, toi aussi, dans 30 ans ?